Pierre Marcolini, bonjour. Vous êtes maître chocolatier, belge, fils d'immigrés italiens, grand voyageur à la recherche des meilleures fèves de cacao du monde et vous êtes aussi un chocolatier militant. Alors, au bar de l'Europe, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas moi qui ai servi le plat, mais vous. Une bûche, tradition de Noël bien sûr, une bûche à la vanille de Madagascar. Alors la vanille de Madagascar, le prix flambe pour le moment, 220 € le kilo. Comment on explique ça? Alors il y a plusieurs phénomènes, c'est évidemment l'offre et la demande, mais c'est vrai qu'effectivement ça flambe et il y a plusieurs anecdotes et plusieurs souvenirs qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est effectivement le fait de me dire qu'il y a encore quelques années, on était à 50 € le kilo de vanille. Aujourd'hui, on est à plus de 200 €. Le premier phénomène de l'augmentation de cela, je m'en souviens très bien, c'est la firme Coca-Cola qui avait introduit 1% de vanille naturelle. Ça y est, vous allez encore attaquer les multinationales. Non, c'est pas du tout ça, parce que après, on peut discuter si c'est bon ou pas bon, mais la conséquence de cela, c'est qu'effectivement, la vanille, qu'elle soit de Madagascar, de Tahiti ou autre, elle a complètement explosé. On s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, de quelle manière? Et puis, le phénomène de cela, c'est que les planteurs, par exemple, de Madagascar, ceux qui cultivent évidemment cette vanille, je me souviens d'avoir voyagé du côté du nord de Madagascar et de rencontrer des planteurs qui étaient complètement, mais à la limite, dépourvus et désarçonnés. Pourquoi? Parce que, vous savez, on paye en cash la vanille. C'est parfois des toutes petites plantations. Et ces gens, quand ils allaient vendre leur vanille, n'étaient pas sûrs de revenir chez eux, tellement ils avaient du cash en poche. Et donc, il y a eu des meurtres, il y a eu des agressions, etc., etc. Donc, à un point où on a déstabilisé complètement le marché. Et il y a eu de la spéculation aussi. Ah, mais il y a de la spéculation, et je pense qu'on en a parlé tout à l'heure en off, effectivement, où il y a cette fameuse mainmise un peu chinoise sur la vanille. Mais conséquence, comme quoi un effet papillon qui peut être la vanille de Madagascar, on se retrouve à Bruxelles avec une bûche qui est à la vanille et dont le prix a complètement explosé. Alors, le prix grimpe, la qualité baisse souvent, dit-on, parce qu'on essaye de gagner du temps au niveau de la production et ça prend du temps de faire de la vanille. Mais vous savez, la vanille, d'abord, c'est une orchidée. Les gens ne le savent pas, mais c'est une orchidée, c'est une sublime orchidée d'ailleurs. La vanille, au départ, ne venait pas de Madagascar, mais plutôt du Mexique. Elle a été introduite à Madagascar beaucoup plus tard. Et effectivement, la vanille, quand vous regardez une gousse de vanille, au départ, c'est vert, c'est absolument pas noir. Et pour pouvoir la concentration, alors on a eu de tout, vous savez. On a eu des vanilles, par exemple, des gousses de vanille. J'ai déjà eu des gousses de vanille où je me dis, ouais, elle est superbe, ce qu'on appelle de la 23 ou de la 25 cm. Donc, ça se compte au centimètre. Et vous dites, c'est une vanille qui doit être charnue, qui va avoir un côté boisé, parfumé. Et puis, vous regardez, vous fondez la gousse de vanille et à l'intérieur, ce que j'appelle le caviar du pâtissier, au prix où on le paye, on peut imaginer, vous regardez ces grains et il n'y en a pas. Et vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez qu'on extrait, je vous donne ça en avant-première, on extrait la vanille avec la seringue, on retire ce qui est à l'intérieur, cette espèce d'huile de vanille, pour effectivement faire autre chose. Et on vous le vend, donc on vous la vend 2 fois. Et vous vous dites, ben on arrive dans des situations complètement ubuesques, absolument incroyables, effectivement, de spéculation, comment on peut tirer le maximum des choses, tant sur la qualité, on essaie de gagner du temps, on essaie d'extraire une partie pour vendre 2 fois de la vanille. Enfin, on est vraiment dans des situations où les gens ne s'imaginent pas dans quel marché on peut être. Alors, vous achetez votre vanille à Madagascar, normal, mais également vos fèves de cacao. Tant qu'à faire, autant faire les deux. Voilà, dans une plantation. On va voir quelques images de cette plantation où vous fournissez. Et on dit d'ailleurs que cette plantation fabrique le cacao le meilleur au monde. Oui, alors je vais être honnête avec vous, et on se connaît depuis pas mal de temps. Tout le monde fabrique le meilleur cacao du monde, mais c'est vrai que Madagascar, je dois avouer une chose, c'est que Madagascar, les photos sont superbes, hein. Madagascar, c'est ce que disait un jour Guerlain, grand parfumeur quand même de son état, et disait Madagascar, c'est l'île des parfumeurs. Que ce soit de la vanille, que ce soit des fèves de cacao, que ce soit de ylang-ylang, que ce soit du poivre de Madagascar, que ce soit du vétiver de Madagascar, tout est sublimé. C'est un pays qui a cette richesse où tout est sublimé, tout est beau et tout pousse d'une façon incroyable. Et c'est vrai que les fèves de cacao de Madagascar sont juste superbes. Et on a des arômes, que ce soit un Trinitario ou un Forastero, on a des fèves qui sont
à la fois avec une note de fruits rouges. On dit toujours que quand on veut regarder un peu la pertinence de Madagascar, là, ils sont au triage de fèves de cacao. Je regarde en même temps que je vous parle, hein, Oui. Paul. Donc, voilà, regardez. Là, et là, effectivement, c'est les sacs qui sont prêts à partir. Et là, c'est voilà, c'est le démarrage et c'est des sacs de fèves aux alentours de 60 kilos. Alors, est-ce que le chocolat n'est pas révélateur des inégalités entre le Nord et le Sud? Parce que ces fèves, elles sont produites par des ouvriers agricoles au Sud, souvent très très mal payés, Bien sûr. et puis transformées et revendues par des industriels qui ne pensent qu'à leur marge et qui, au passage d'ailleurs, vont ajouter des graisses végétales étrangères au cacao. Autorisé par l'Europe. Autorisées par l'Europe. C'était un grand débat. Vous leur en voulez, hein, Je leur en veux un peu, aux quand même. responsables européens. Mais vous savez, c'est ce qui m'a poussé à faire mon propre chocolat. Je pense qu'avant, j'étais dans une logique un peu comme tous les chocolatiers, c'est-à-dire j'achetais ma couverture de chocolat chez les grands que vous avez cités, Barry Callebaut, Valrhona, etc., Nestlé ou d'autres. Et effectivement, ça m'a repoussé à me dire, mais au fond, le métier de chocolatier, quelle est la différence entre travailler du chocolat, ce que fait 90% aujourd'hui des chocolatiers, et fabriquer son chocolat. Et quand on regarde au début du XXe siècle, on fabriquait son chocolat. Et donc, c'est un petit peu le coup de pouce de l'Europe qui fait qu'à un moment donné, vous dites, on reprend les rênes et on reprend son métier au départ. Pour revenir à ce que je viens de voir, effectivement, ce qui est déjà intéressant, si je peux me permettre, c'est que dans ces images, je ne connais pas très bien la plantation, c'est la plantation de... À Caissonne. Ah, chez Berny. Alors là, superbe. Je suis déjà très content de ne pas voir des enfants qui s'y baladent. Donc déjà, c'est déjà un bel effort. Mais là, pour répondre à votre question, effectivement, et moi, ce qui m'a frappé à partir du moment où j'ai commencé à chercher mes fèves de cacao, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui cultivent du cacao. Il faut être conscient de ça. Il y a des gens qui cultivent du cacao depuis 3 générations et qui ne savent pas ce qu'on en fait, qui n'ont jamais goûté leur chocolat, qui ne savent pas si le chocolat doit être plus sucré, moins sucré, quelles sont les tendances, qu'est-ce que le consommateur européen veut, etc., etc. Il y a des initiatives. Alors, à Madagascar, on commence à avoir des initiatives. Il y a une chocolaterie. Il y a aussi une initiative du côté de l'Équateur qui fait qu'effectivement, l'idée, c'est au lieu de déplacer la valeur ajoutée, comme vous l'avez signifié, effectivement, de dire qu'on ne vend que de la fève de cacao, on n'est pas plus bête que les autres. On peut être capable aussi de faire son propre chocolat. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'aujourd'hui, les pays du Sud prennent cette initiative-là en se disant, mais non, on va fabriquer tout de A à Z. On va arrêter de vendre des fèves de cacao, on va commencer. Et je vais vous donner un exemple. Vous prenez Pedro Martinetti, par exemple, en Équateur. Vous prenez une société qui s'appelle Pacari. C'est un chocolatier qui part à partir de la fève de cacao, une sublime rémunération. Et ces initiatives existent. Et donc, j'ai plutôt tendance à être, vous savez, à voir le verre à moitié plein et de me dire qu'effectivement, ça va dans le bon sens. Et puis, il y a nous, il y a les chocolatiers qui ont pris conscience que travailler, et c'est ça le côté positif de la mondialisation, c'est qu'aujourd'hui, je peux téléphoner à Berny avec mon GSM. Aujourd'hui, on parle d'égal à égal. Les artisans, vous savez, c'est pas la pression du prix qui les intéresse, c'est surtout ça, c'est est-ce que demain, je peux avoir la même fève de cacao? Et quand aujourd'hui, au lieu de payer 1 500 $ ou 2 000 $ la tonne, on paye 5 000 $ la tonne, eh bien, effectivement, on commence à gagner les choses et à respecter les uns et les autres. Pierre Barcolini, vous êtes tellement bavard qu'on va zapper les boules surprises avec les questions surprises, mais ce n'est pas une critique. On boit vos paroles et on va s'attaquer plutôt à cette... Donnez-moi cet instrument. Je vous laisse faire. J'ai peur. Merci d'être venu au Bar de l'Europe. Avec plaisir. À très bientôt.